Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Isabelle Gibalardi, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense plaisir de vous accueillir aussi nombreux à l'occasion de notre nouvelle séance du Ciné-Club Univers Convergent, créé par l'IHP, dignement représenté ce soir par son directeur adjoint, Jean-Philippe Usan. Bonsoir. On peut l'applaudir. Jean-Philippe est directeur adjoint de l'IHP et créateur et programmateur du Ciné-Club. Jean-Philippe est physicien, théoricien, grand apôtre de la vulgarisation scientifique et tu es, entre autres titres de gloire, cosmologiste. Je trouve ce mot magnifique, je ne m'en lasse jamais. Donc, je vais te laisser le soin de présenter nos brillants intervenants. Et pendant que toi, tu vas te préparer à ces mondanités scientifiques, à moi incombe la très lourde tâche de vous annoncer une nouvelle technique concernant l'évolution de la copie. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand même, ce soir, c'est un film sur la notion de catastrophe. Oui. Donc on va l'illustrer. Absolument. Donc, nous allons voir Malville de Christian de Challonge. Et vous allez avoir une projection sur une copie 35 mm. Vous savez que ça devient très très rare. Beaucoup de mes confrères n'ont plus de projecteurs 35 mm, notamment les multiplex n'ont plus du tout de projecteurs 35. Certains indépendants comme moi en ont encore quelques-uns, mais il y en a de moins en moins. De moins en moins, de toute façon, il n'y a plus de fabrication de pièces détachées, donc c'est vraiment un parc qui diminue de moins en moins. Donc, il y a des problèmes de conservation des copies de 35 mm. Et celle que vous allez voir a viré au rouge. Voilà. Alors, je vous le dis tout de go. Hein. Parce que, comme je te le disais, c'est un film de 1981. Voilà. À l'époque, ça se faisait. Ça se faisait. C'est fini. C'est un symbole fort. Alors, parlant devant une assemblée scientifique, vous pensez bien que j'ai consulté un spécialiste du virage au rouge pour vous donner les tenants et les aboutissants de cette histoire. Alors, le support plastique du film est du triacétate de cellulose. Celui qui, en 1934, a remplacé le nitrate de cellulose. Film flamme, vous savez, c'est les fameux films qui sont flânés dans les cabines et qui ont été évidemment à l'origine d'incidents dramatiques. Donc, il fut ensuite remplacé par le polyester. Et lorsqu'il est mal conservé, chaleur, humidité, etc., il laisse échapper de l'acide acétique. Ce phénomène est appelé dans le jargon syndrome du vinaigre. D'ailleurs, on pourra faire témoigner Pierre concernant l'odeur que la copie a. Ce qui entraîne la perte des couleurs. Mais, donc là, il y a des petits passages assez flous, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en s'évaporant, l'acide acétique attaque la couche d'émulsion la plus proche du support, soit le cyan. Donc, la synthèse soustractive, s'il ne reste plus que le magenta et le jaune, nous avons une dominante rouge. Bien à toi, me dit le spécialiste. Voilà. Écoutez, je n'irai pas plus loin dans l'explication. On m'a aussi également parlé d'un champignon. Voilà. Enfin, donc, tout ça pour vous dire que la copie est rouge. Voilà. Bon, merci. Donc Malville, un film sur la notion de catastrophe, donc catastrophe nucléaire, mais surtout la notion de catastrophe et ce qui se passe après une catastrophe. Donc on pourrait parler de la notion de fin d'un monde, peut-être la fin du monde, mais fin d'un monde, et donc recréation d'un monde. Et pour aborder ces thématiques, on a invité aujourd'hui trois personnes. Donc tout d'abord, Gaëlle Clavandier, tu pourrais... Lève-toi, applaudissez-la. Donc, Gaëlle est sociologue des catastrophes, donc ça tombe bien. Et tu travailles au centre Max Weber de l'Université de Saint-Étienne. Nous avons aussi Patrick Criqui, qui est économiste au CNRS.
Il est directeur du centre EDEN de l'Université de Grenoble. Alors EDEN, ça veut dire Économie du développement durable et de l'énergie. Voilà, donc tout à fait en relation avec le genre de questions qu'on va se poser ici. Et il a publié récemment, c'était l'année dernière, un petit livre autour des scénarios possibles, nucléaires scénarios possibles, où en fait les notions d'énergie et de risque associés étaient discutées par différents experts. Et puis, quand le monde se recrée, il faut aussi recréer de la vie, parce qu'on a besoin de manger, et ainsi de suite. Alors lui, il ne veut pas venir au premier rang, parce que depuis qu'il est tout petit, il est mauvais élève, il se met au dernier rang, il est là-bas. C'est François Tadei, qui est biologiste à l'INSERM. Et directeur du CRI, donc Centre de recherche en interdisciplinaire, dont le but est un peu d'étudier les nouvelles méthodes d'enseignement, les méthodes d'innovation avec les nouvelles technologies. Donc voilà, et puis on ajoute les catastrophes aux catastrophes. Ce soir, Cédric ne pourra pas être là parce qu'il a eu un petit problème, et donc on fera sans Cédric. Mais ça tombe bien parce que aussi bien lui que moi, on est complètement incompétents sur le sujet, donc on pourra laisser parler nos invités. Voilà, je vous remercie. On peut aussi remercier Quentin, qui est responsable du pôle audiovisuel, qui vient de quitter à ce moment-là la salle, et qui organise brillamment ces soirées, et Marie, du service communication. Tu es là, Marie? Elle est où, Marie? Merci, Marie. Ah oui, merci, Marie. Voilà. On y va. Eh bien, excellente projection. Bon film. Donc, Gaël, peut-être que tu vas commencer, parce qu'il y a tout cet aspect quand même, il y a des gens, donc beaucoup de sociologie, et puis des catastrophes. C'est vraiment la spécialiste, quand on voit le film, on voit plein de choses. Peut-être tu peux nous donner un petit décryptage. Il y a le deuxième. Tiens, prends celui-ci pendant que j'avais l'autre. Alors peut-être on peut commencer par la fin de ce film, qui est tout à fait étonnante, puisque vous voyez ces visages qui se décomposent dans l'hélicoptère en se disant est-ce qu'on a bien fait de monter, et les dernières phrases du film, tout ira bien. Donc à la fois on est projeté dans le futur et dans le réapprentissage d'une vie ensemble, et on voit le doute s'immiscer dans la perspective de ces personnages, de se dire oulala, on va retourner parmi les vivants. Et il y a une véritable inquiétude. Nous sommes heureux de vous avoir retrouvé. Par décision internationale, les territoires des nations détruites sont déclarés zones inhabitables. Ces mêmes territoires vont être affectés à des expériences scientifiques ou militaires. Vous allez être acheminés vers un centre de décontamination où vous subirez tous les examens nécessaires. Tout ira bien. Et c'est tout à fait significatif, de mon point de vue, de voir ce cheval libre qui court sur cette zone de terre qui est... on imagine que c'est le seul survivant de la catastrophe finale, et on voit ce radeau, d'où l'idée aussi de Robinson Crusoe sur son radeau, avec cette lumière qui intervient. Donc c'est vrai que partir de la fin de ce film est tout à fait significatif aussi par les registres qui nous permet de réinterpréter, et notamment les registres sonores. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'arrivée des hélicos fait écho à la scène de catastrophe et est difficilement acceptable du point de vue du régime sonore. Donc c'est vrai que nous, sociologues, quand on travaille sur les catastrophes, on le met en perspective avec la question du quotidien, de la quotidienneté. Et vous voyez, tout au début du film, on voit ce facteur arriver avec c'est une Diane, ou je ne sais plus, sa petite voiture jaune, qui est significative d'un temps qui n'est plus le nôtre, évidemment, puisqu'on est dans une société qui est rurale, et on le voit par l'intermédiaire des animaux domestiques qui sont très présents dans le film. Le personnage de la grand-mère aussi, qui est tout à fait significatif. Mais il y a un côté assez temporelle en fait de cette dimension quotidienne, et toute la mise en place du film au départ, qui est un petit peu longue, vise en fait à nous montrer le choc et la rupture que va provoquer la catastrophe. Donc c'est vrai qu'au départ, si on voit cette trajectoire, les enfants avec leurs petits cartables, ça rappelle l'école, le quotidien, on voit les conflits aussi par rapport à des élus locaux qui sont en présence. Donc ça tisse des liens sociaux qui sont les nôtres, même si évidemment il faut se replacer dans un autre contexte, puisque aujourd'hui on est à Paris, on n'est pas dans l'Aveyron. Mais c'est vrai que partir du quotidien
permet d'interroger la catastrophe et vice-versa. C'est pour ça que les sociologues ont tendance à davantage travailler sur le quotidien que sur les questions des catastrophes, et ça me paraît tout à fait intéressant. Alors il y a un autre aspect aussi qui, de mon point de vue, est significatif, c'est que habituellement, les chercheurs vont se baser sur des événements effectifs. Moi qui suis sociologue travaillant sur les catastrophes, mais également sur d'autres terrains, on a tendance à aller sur des terrains réels, là où des catastrophes ont eu lieu, que ce soit dans le temps présent, mais aussi avec un recul temporel. On peut travailler sur des catastrophes qui ont eu lieu il y a 10, 15 ans ou 20 ans, pour travailler sur l'évolution de ces récits de catastrophes. Donc l'intérêt aussi de se référer à ce type de film, c'est que la fiction va informer le réel et inversement. Habituellement, donc, on est véritablement dans des effets de vérité. Or là, ici, ce film en particulier, mais il y en a d'autres, vont nous amener des effets de réel, et les catastrophes réelles vont nous amener des effets relatifs à la symbolique et à l'imaginaire. Donc il y a des formes de porosité entre la fiction et la catastrophe réelle, et inversement. Il se trouve aussi que certaines catastrophes nous paraissent tout à fait irréelles dans le temps qui est le nôtre. Et c'est justement aussi cet intérêt-là, c'est vraiment ces situations de rupture. Donc ça, c'est vraiment des aspects qui me paraissent essentiels. Et pour revenir sur cette question aussi de la rupture d'intelligibilité, c'est que quand on est face à la catastrophe, on voit l'état de sidération, de choc, qui ne se traduit pas par une situation d'urgence, de mouvement, de surenchère, mais les gens sont posés dans cette cave, un sort revient, tout le monde s'interroge, et vous l'avez vu, à un moment donné, le personnage de Michel Serrault, du maire, dit « mais on va peut-être recommencer à parler ». Donc réintroduire des régimes d'intelligibilité pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, même si on ne comprend pas exactement, essayer de le traduire dans des termes. Vous avez aussi celui, je crois que c'est le pharmacien, qui commence à tenir des registres. Combien de médicaments il nous reste, on le voit aussi noter le type les aliments, on essaye aussi de voir combien de temps il nous reste d'aliments pour survivre, et donc dans les situations de catastrophe on le voit aussi faire des bilans, savoir combien y a-t-il de morts, les prendre en charge évidemment, mettre en série les catastrophes. Je sais qu'il y a un certain nombre de journalistes dans la salle. La mise en série des catastrophes permet de faire en sorte qu'elles ne soient pas uniques. Et vous le voyez aussi, le personnage de Trintignant qui dit vous êtes un homme d'avant la catastrophe. Donc la catastrophe fait date à un moment donné, et pour les personnes qui sont extérieures à cette catastrophe, il est absolument essentiel de la faire rentrer dans un régime d'intelligibilité, de lui donner un nom. Donc la plupart des catastrophes, quand on parle du Titanic par exemple ici, tout de suite vous savez à quoi ça fait référence, et vous savez que ça fait référence à une catastrophe. Donc toutes ces catastrophes de grande envergure ont un nom, et donc vont rentrer dans des régimes d'intelligibilité qui nous permettent de réinterpréter l'événement en tant que tel. Donc voilà quelques bases pour démarrer. D'accord. Merci. Peut-être que Patrick, tu peux continuer un petit peu là-dessus. Oui, volontiers. Je commencerai peut-être par ce que ce film évoque pour moi. En voyant la composition de la salle, j'imagine volontiers que nous n'avons pas tous vu le même film. Je pense que c'est vraiment un film qui est... en fait, c'est 35 ans après Hiroshima. On est aujourd'hui séparés de 35 ans du film. Donc c'est un film qui est en quelque sorte à mi-chemin entre Hiroshima et nous, hein, là, aujourd'hui. Et ce dont il est question, c'est bien d'un accident nucléaire majeur, mais pas un accident de nucléaire civil. C'est une guerre nucléaire, un conflit nucléaire. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Et je dirais que dans l'imaginaire de ma génération, c'est quelque chose tout de même de très fort. Ça a été, enfin moi je me souviens très bien encore, 62, la crise des missiles à Cuba. J'étais jeune, mais je me rendais compte qu'il y avait une intensité dramatique, je dirais, du point de vue des relations internationales qui était extrêmement forte. Et c'était pas exclu que finalement les Russes et les Américains, enfin on disait pas les Russes à l'époque, les Soviétiques et les Américains échangent quelques bombes atomiques. Donc ce qui est là dans ce film, c'est quand même quelque chose de très fort qui renvoie en effet
à un conflit nucléaire majeur. Alors, au cinéma, il y a Docteur Folamour, il y a, je me permets de vous conseiller, si vous ne l'avez pas vu, Le Sacrifice de Tarkovsky, qui est un film absolument extraordinaire, qui a un peu la même base, mais qui après développe les choses de manière tout à fait différente. En tout cas, je pense que c'est vraiment un film pour les gens de ma génération. Je pense que c'est certainement vécu différemment, ça a des échos différents. Voilà. Donc ça, c'est des premières remarques. Après, je dirais que ça fait réfléchir évidemment à qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe. Là, on a une catastrophe qui est soudaine, brutale, hein, on voit bien l'éclair, qui est globale, ou du moins quasi globale. Hein. Il y a visiblement, il reste encore des hélicoptères, mais c'est dans les pays qui probablement ont gagné la guerre nucléaire, ou du moins se sont protégés. Et puis, c'est largement irréversible. Hein. On peut penser que c'est irréversible parce que, quand même, les territoires sont largement dévastés. Alors ça, c'est trois attributs d'une espèce, pour moi, de ce qui pourrait être une catastrophe absolue. Et justement, cette catastrophe pouvant résulter du conflit nucléaire. D'ailleurs, c'est à cette époque-là aussi que émergent les thèses au plan scientifique, hein, la thèse de l'hiver nucléaire, qui est un peu, en quelque sorte, précurseur des réflexions sur le changement climatique. Hein. Le changement climatique, scientifiquement, on connaît depuis bien avant, puisque c'est Arrhenius en 1896, mais tout de même, la thèse de l'hiver nucléaire, thèse selon laquelle, s'il y avait un conflit nucléaire majeur, il y aurait ces poussières qu'on a vues au niveau au début du film, qui obscurciraient complètement l'atmosphère et qui entraînerait plutôt un refroidissement de la planète. Hein. C'était quelque chose qui était aussi pris tout à fait au sérieux. Ça renvoie d'ailleurs au caractère global. Donc là c'est, il me semble-t-il, la catastrophe absolue. Alors après, des catastrophes, j'épluchais dans le train en venant ce matin un rapport qui vient d'être sorti par le Conseil général du développement durable sur l'adaptation au changement climatique et l'impact du changement climatique sur les catastrophes climatiques. Et alors ce qui était intéressant, c'est qu'il donnait les critères des grandes compagnies d'assurance, Swiss Re, je ne me souviens plus quelle était l'autre. Alors il y a catastrophe naturelle quand il y a plus des dégâts supérieurs à 85 millions de dollars, ou plus de 20 morts, ou plus de 500 blessés, ou plus de 2000 déplacés, etc. Ça, c'est des catastrophes selon les compagnies d'assurance. C'est tout à fait autre chose que ce qu'on a vu là. Alors, dans le domaine qui est le mien, celui de l'analyse des politiques énergétiques et des politiques énergétiques dans leur relation avec l'environnement, c'est vrai qu'on peut imaginer, il y a différentes catastrophes. Donc, le nucléaire militaire, en quelque sorte, c'est ce qu'on a vu. Le nucléaire civil, c'est les accidents qu'il y a eu à Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima, avec des profils d'accidents et des conséquences tout à fait différentes dans chacun des cas. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que ça n'a rien à voir avec la catastrophe absolue du nucléaire militaire, parce que c'est resté quand même local. Tchernobyl est certainement l'accident nucléaire qui a eu l'impact régional le plus important, et d'ailleurs le nombre de victimes le plus important. Mais sinon, ça reste local. Est-ce que c'est réversible ou pas? Fukushima, ça va prendre probablement quand même, c'est à l'échelle du siècle au moins, hein, pour pouvoir récupérer les terrains. Donc réversible, et c'était des événements soudains, hein, à chaque fois, c'était effectivement des événements très soudains. Voilà un peu ce que ça évoque. Je rajouterai un dernier point, c'est que les choses se compliquent encore quand on prend en compte le fait que le nucléaire, avec tous ses risques, présente néanmoins quelques caractéristiques intéressantes, qui sont que ça permet de produire de l'électricité sans émettre du CO2, et que donc très sérieusement, dans la palette des solutions que l'on essaye de concevoir, enfin oui, l'ensemble des solutions qu'il est envisageable de mobiliser pour lutter contre le changement climatique, il y a l'énergie nucléaire. Alors on peut être pour, contre, mais en tout cas ça fait partie. Et donc là il y a une question d'échange de risques en quelque sorte, en sachant que ce sont des risques de nature complètement différente. Je pense que nos sociétés sont particulièrement mal équipées, je dirais, parce que c'est pas facile. Hein. Comment on échange du risque nucléaire contre du risque climatique? C'est pas une question évidente. Mais c'est une question vraiment intéressante. Donc tu parlais de ces changements, de ces catastrophes soudaines, donc changement de conditions vraiment sur des sièges de leçons très courts. Et là, François, je peux
t'interroger un peu là-dessus, parce qu'on voit très bien qu'il y a la fin d'un monde, d'une certaine façon. Il y a plus de la nature a complètement disparu, puis on la voit renaître petit à petit. On voit aussi les sociétés se reformer. Tu as beaucoup travaillé en biologie sur cette notion d'évolution. Est-ce que ça t'offre un regard sur ce qui est décrit ici, et comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ces événements catastrophiques? Ce qu'on voit dans ce film, c'est une catastrophe où la nature semble avoir du mal à refaire surface. Il y a, à mon avis, quelques incohérences par rapport à un scénario biologique. Ça me paraît pas complètement. Par exemple, il dit à un moment donné, il reste 2 mois de réserve, et on est encore avant l'hiver, et le blé a déjà poussé et il ne semblait pas complètement affamé. Donc il y a quelques petites incohérences par rapport à ça. Il y en a d'autres. Je pense il est peu vraisemblable que les animaux survivent mieux que les plantes, par exemple. Donc je pense que le fait que pendant quasiment 1 an, on ne voit rien reverdir, c'est probablement pas hyper réaliste, parce que les graines sont relativement résistantes aux radiations. C'est pour ça qu'après un incendie, on voit bien qu'un certain nombre de choses redémarrent. Bon, enfin, il y a différents scénarios où on pourrait imaginer que ça se produise comme ça, mais voilà, il y a quelques petites incohérences, mais c'est pas grave. Le message du film n'est pas du tout là-dessus, de toutes les manières. Ce que je trouve intéressant dans ce film, il y a effectivement des grandes catastrophes biologiques. Historiquement, les dinosaures ont disparu, et on ne sait pas exactement pourquoi, mais on pense que il y a une catastrophe un petit peu de ce type. Avec des grands bouleversements des écosystèmes qui sont probablement produites. Et effectivement, si dans ce film... alors ce qui est intéressant, c'est que l'auteur du livre et l'auteur du film se sont disputés, parce que l'auteur du film n'a pas respecté la fin du livre. En l'occurrence, je n'ai pas lu le livre, mais je trouve que c'est presque plus intéressant de ne pas l'avoir lu, parce que ça veut dire qu'on peut imaginer 1000 ou plus scénarios de fin. Là, il y en a un particulier. Est-ce que c'est celui que les uns ou les autres on aurait conçu, souhaité, etc. On peut se poser beaucoup de questions par rapport à ça, et je trouve que c'est intéressant, parce que évidemment, dans ce genre de situation catastrophique, je dirais presque tout peut arriver. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il ne se passe pas du tout les mêmes choses à Malville et dans le tunnel. Ni chez le commandant, ni chez les pauvres malheureux qui tuent quand même, alors qu'ils sont simplement venus... Donc moi, je trouve que ce film pose énormément de questions morales, au moins autant que des questions biologiques. Et il pose énormément de questions sur l'organisation de la société, et sur sa désorganisation soudaine, et sur notre incapacité individuelle à continuer, ou en petit collectif, à continuer à conserver le même type de mode de vie. Donc c'est évident sur les relations sociales, les relations hommes-femmes, typiquement, sont juste horribles dans ce film, mais aussi sur, par exemple, la capacité à maintenir des technologies. Et on voit très bien que il n'est pas du tout évident que l'électricien soit capable de réinventer toutes les connaissances en électromagnétique, et la capacité de reproduire même les technologies de 1980. Donc a fortiori, si demain on avait la même chose, honnêtement, nos smartphones ne dureraient pas très longtemps. Et qu'est-ce qu'on ferait à partir de là? On serait probablement, on aurait perdu notre sens de l'orientation, enfin on aurait perdu plein de choses. Donc on voit bien qu'on est devenu très 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 dépendant de la technologie aujourd'hui, et qu'on l'est probablement plus encore qu'à cette époque-là. Et donc ça nous dit des choses à la fois sur quand on vit en collectif, on est capable de faire des choses qu'on ne sait pas faire individuellement, et en même temps, donc ça c'est, je dirais à contrario, c'est le négatif, c'est un peu ce que tu disais, la catastrophe permet d'interroger le réel, et elle nous interroge sur notre capacité à vivre ensemble, moi je trouve, et en même temps sur... qu'est-ce que la connaissance, comment elle se maintient. On voit qu'il y a une maman qui essaye de lire des lettres à ses fils, mais en fait, elle ne leur apprend pas à lire. Donc c'est assez étonnant. On aurait pu imaginer d'autres scénarios là aussi. Et on voit qu'il y a le médecin qui était censé sauver des vies, qui tout d'un coup devient le commandant qui vient massacrer les autres. Enfin, donc, on voit des changements radicaux et profonds qui nous interrogent tous. En tout cas, moi, ça m'interroge beaucoup quand je vois ce genre de choses.
Et moi j'aime bien faire des retours en arrière, on n'a pas beaucoup parlé d'histoire, mais évidemment il y a eu des moments de l'histoire où on a vécu, non pas des catastrophes, mais dans des situations de développement technologique qui étaient proches de cela, avec des tribus qui se tapaient dessus régulièrement et qui ne s'accueillaient pas forcément très bien. Donc on retrouve un certain nombre de choses qu'on a vues à différents moments de l'histoire. Mais il ne faut pas croire que c'est complètement réservé, ce genre de situation, entre guillemets, perverse, à des situations de catastrophe ou à des choses qui se sont produites il y a très longtemps. Vous connaissez tout ce qui s'est passé à Abu Ghraib, je pense, dans les prisons américaines en Irak. Mais il y a eu une expérience qui a eu lieu aux États-Unis il y a maintenant quelques années, où on a pris des étudiants d'une grande université, il me semble que c'est Stanford de mémoire, et on les a mis dans un sous-sol en leur disant qu'ils allaient y passer 15 jours. Et on leur a dit, on a tiré au sort 2 groupes d'étudiants, ceux qui allaient jouer le rôle de prisonniers et ceux qui allaient jouer le rôle de gardiens. Et en fait, l'expérience a été arrêtée au bout d'une semaine parce que ça avait complètement dégénéré. D'accord ? Et les gardiens voulaient imposer leur pouvoir et leur volonté aux prisonniers qui cherchaient à se rebeller, qui se faisaient mater. Et donc il y a eu une espèce de course aux armements, de violence et de perversité qui est très proche en fait de ce qu'on a pu observer à Abu Ghraib et en fait dans énormément de situations comme ça. Et donc on a l'impression qu'on vit dans une société confortable où il y a un certain nombre de normes morales, éthiques, etc. Malheureusement, ça peut dégénérer très vite. On l'a vu dans les différents génocides qui ont eu lieu en Europe ou sur les différents continents, en Afrique ou en Asie. On voit en fait que malheureusement aucun d'entre nous n'est complètement immune à ce genre de situation. Et je pense que moi c'est ça qui m'interroge le plus dans ce type de film. Et je pense que ce qu'on voit donc c'est cette espèce de perte de connaissances et de valeurs morales. Alors ce qui est intéressant par rapport à ces pertes de connaissances, c'est que Aristote lui définissait 3 formes de connaissances. Épistémé qui a donné la science, et on voit bien que la science est perdue, sauf qu'ils se souviennent que le film va devenir noir s'il y a de la radioactivité. Donc il y a un minimum de connaissances qui ont perduré et dont ils essaient de servir de manière très pratique. Il y a techné pour Aristote. Techné, c'est la technologie. Donc on voit que la technologie a quasiment disparu. Il reste des armes à feu, mais pas forcément pour longtemps. Donc on est obligé de réinventer l'arc. Enfin bon, on voit un certain nombre de choses se produire comme ça. Et pour Aristote, il y avait une troisième forme de connaissance qu'on appelle la phronésis. Qui dans la salle sait ce que c'est que la phronésis? Voilà, c'est intéressant. En général, on ne le sait pas. C'est quand même intéressant parce qu'il y avait 3 formes de connaissances chez les Grecs, on n'en a plus que 2. La phronésis, on a différentes manières de la traduire, mais c'est en partie l'éthique de l'action. Et honnêtement, dans ce film, l'éthique de l'action est très interrogée. Dans notre quotidien aussi d'ailleurs, mais on ne se pose pas souvent la question et on s'en parle pas souvent collectivement. Donc moi je trouve que l'un des intérêts de ce film, c'est qu'il nous amène à nous poser des questions de type phronétique, de type éthique de l'action. De type de l'action individuelle et collective. Le maire commence à flinguer les pauvres malheureux et dit aux autres alors, vous êtes-ils d'accord ou pas? On continue? Enfin, Non, on les connaît pas. On les connaît pas, donc c'est pas si grave, quoi, finalement. Dit même la grand-mère qui était quelque part la représentante d'une certaine éthique collective. Donc oui, et néanmoins, il est quand même beaucoup moins pervers que d'autres. Finalement, il ne tue que par, entre guillemets, nécessité. Mais bon, la notion de nécessité, en l'occurrence, on peut la questionner. Donc on voit bien qu'il y a des vraies interrogations par rapport à ce genre de choses. Et en même temps, c'est ce que tu disais, je trouve que ce genre de film peut nous aider à réinterroger notre présent et à interroger la direction dans laquelle notre monde est en train de partir. On voit bien que le numérique, qui typiquement n'est pas du tout présent dans le film, a beaucoup changé nos sociétés depuis la date du film. Et en même temps, donc il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui, on en est tous très contents. Je pense que la technique nous rend tous plus puissants, et c'est pour ça qu'on aime la technique. Mais en même temps, elle ne nous rend pas tous plus puissants de la même manière. Certains d'entre nous sont plus égaux que d'autres par rapport au progrès de la technique, parce que certains maîtrisent plus que d'autres les progrès de la technique et savent mieux s'en emparer pour faire plus de choses. Donc d'une part, ça nous pousse à éventuellement former les plus jeunes à utiliser les technologies, le numérique, le code, etc. C'est partie des débats de société actuelle. Mais en même temps,
ça nous interroge sur d'autres dimensions, parce que si certains individus sont plus égaux que d'autres, c'est aussi vrai de certains États qui sont plus égaux que d'autres, et c'est aussi vrai de certaines compagnies qui sont plus égales que d'autres. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'États et de compagnies, vous connaissez tous l'histoire de la NSA, qui ont beaucoup plus de pouvoir qu'hier et qui pourraient nous amener dans des scénarios catastrophes assez différents de celui qui est présenté dans le film, mais pas forcément beaucoup plus réjouissant. Mais je ferai la même analyse sur la question de la démocratie, parce qu'il y a à la fois la question de la technique aujourd'hui qui est davantage présente, mais aussi peut-être cette figure de la démocratie et de sociétés qui ont progressé en ce sens-là. On le voit par rapport justement à la question électorale. Et c'est vrai qu'on voit aussi des formes d'inégalité et des formes de rupture qui peuvent mettre à mal ces grands principes que sont la technique ou la technologie, et qui n'est pas qu'un principe évidemment, mais la démocratie, je trouve qu'en toile de fond justement sur cette dimension éthique est aussi très présente, même si elle n'est pas questionnée en ces termes dans le film. Donc j'imagine que ça vous a posé des questions aussi. Donc vous avez Patrick, Gaël et François qui sont là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser. Oui, allez, c'est moi qui le fais. C'est une question sur la catastrophe de Fukushima. Impossible de trouver le nombre de morts dus aux radiations. C'est caché ou il n'y en a pas? Non, prends le micro. Je crois qu'il y a eu 2 morts dans le déroulement de l'accident, mais ça a été dans les manœuvres qui ont été faites au moment de l'accident. Et ensuite, il y a eu quelques dizaines de personnes qui ont reçu des doses de radiation supérieures à des niveaux qui font qu'ils ont des chances supplémentaires de développer un cancer dans les prochaines années. Et l'essentiel des morts, ça a été... en fait, c'est pas l'essentiel. Il y a bien eu l'enchaînement de 2 catastrophes. Une catastrophe purement naturelle, le tsunami, qui a fait, je crois, de l'ordre de 1500 morts, ou 3, enfin, ça se compte en milliers. Et il y a eu effectivement l'accident dans la centrale, avec 2 morts en effet, mais dans les manœuvres, et des gens qui ont pris, des ouvriers qui ont pris effectivement des doses supérieures, telles qu'ils ont des chances supplémentaires de faire des cancers. Je n'ai pas d'informations plus précises que ce que vient de dire mon collègue à votre question. Ce qui est vrai, c'est que l'opacité générale sur ce qui s'est passé sur Fukushima était relativement importante. Dans le cas de Tchernobyl, honnêtement, c'était pas mieux. Vous vous souvenez probablement que après Tchernobyl, on nous a annoncé que le nuage avait été arrêté par nos gardes-frontières, qui étaient remarquables, puisqu'ils étaient capables d'arrêter les nuages de radioactivité. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, on nous a annoncé que le nuage radioactif de Fukushima avait fait le tour du Pacifique, était passé au-dessus de l'Amérique, était passé au-dessus de l'Atlantique et était arrivé chez nous, mais que ça n'était pas grave. D'accord ? Et donc on voit que la manière dont on communique l'information a évolué, mais en même temps peut interroger un certain nombre de gens. Et ça nous interroge aussi sur, par exemple, nos capacités à la transparence et dans nos démocraties technologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que après Fukushima, il y a un certain nombre de Japonais qui ont développé eux-mêmes des compteurs Geiger pour mesurer la radioactivité. Et ils pouvaient le brancher à un téléphone portable. Ils ont commencé à mesurer la radioactivité des aliments qu'on leur donnait, parce qu'ils se commençaient à s'interroger sur tout un tas de choses. Vous vous souvenez qu'en France, on ne s'était pas interrogé de la même manière 30 ans avant, et qu'il y a eu un certain nombre de gens qui ont consommé des champignons, par exemple, qui avaient pu concentrer un certain nombre de radionucléides et qui ont pu causer, au moins de manière probabiliste, un certain nombre de problèmes de santé publique par la suite. Et donc on voit un changement à 30 ans d'intervalle, d'une part sur la transparence, d'autre part sur la capacité d'empowerment, de capacité à prendre le pouvoir sur soi-même et sur les technologies autour de soi pour collectivement cartographier et fournir des informations qu'en l'occurrence le gouvernement japonais n'a pas plus fourni que le gouvernement français ne l'avait fait quelques années auparavant. Oui, faut que je monte.
c'était au sujet de la transparence, parce que vous parliez pour le gouvernement français, mais nous avons habité il y a à peu près 15 ans dans la région de Valence, Romans et tout ça. Et par hasard, j'avais discuté avec des paysans et leur parlais du thym, du romarin. Ils m'avaient dit ça fait des années qu'on ne peut plus le vendre sur le marché européen parce que c'est interdit, parce qu'ils contiennent trop de radioactivité. Et ça, personne ne le savait. Bon, et autre chose, vous parliez aussi toujours pour le gouvernement français et l'armée française qui avait fait des essais dans le Sahara avec des populations qui... Bon, et ça, on en a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. De la même façon, chez les Américains, c'était pareil. Ils ont fait aussi des expériences sur des landes. Alors là, dans le livre, enfin, le livre, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas du tout quelle est la différence entre le livre et ce film. Mais dans le film, en fait, on ne sait pas si c'est une catastrophe normale. Enfin, je veux dire, peut-être, pourquoi pas, il n'y aurait pas eu un truc naturel de radiation. Ou alors c'était effectivement, comme vous disiez, d'une guerre entre les deux. Ou alors, là, à la fin, franchement, les gens qui viennent sauver, ça fait plutôt très peur. Et ils font rien pour... Et on sait, je sais pas, j'ai pas bien compris, mais il y a une phrase où ils ont l'air de dire ça va devenir de nouveau un pays pour des essais de nucléaire, enfin des essais militaires. Franchement, c'est pas très rassurant. Et donc la transparence, ça va peut-être venir maintenant, mais c'est un peu long. Hein. Une réaction peut-être, Patrick, ou non? Oui, mais sur les régimes explicatifs, vous avez effectivement les pouvoirs publics, les experts et des réseaux de communication qui peuvent aller dans ce sens-là, de diffuser des informations qui sont vérifiées, mais vous avez tout un régime qui est autre, qui est le régime des rumeurs. Et lors de catastrophes, très souvent, les rumeurs sont premières parce qu'elles se diffusent beaucoup plus rapidement que l'information qui nécessite d'être vérifiée. Et c'est vrai que les rumeurs de catastrophes sont liées à la fois sur justement la question des bilans, et souvent on va surévaluer le nombre de victimes, mais également sur l'origine du drame, voire des responsabilités, des boucs émissaires. Et ce régime de la rumeur, il est difficile de l'arrêter. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que nos sociétés ont avancé, justement on parlait de la question de la démocratie, mais ces explications parallèles demeurent et sont tout aussi présentes aujourd'hui. On l'a vu pour le 11 septembre, on l'a vu pour AZF, on l'a vu pour de nombreuses autres catastrophes. Elles ne sont pas moins présentes que par le passé. Bon, son voisin. Pardon, juste un mot. Donc ça renforce l'intérêt d'avoir, dans les pays qui exploitent l'énergie nucléaire, ça renforce l'intérêt d'avoir des autorités de sûreté qui sont effectivement conscientes de leur responsabilité, de leur rôle et de la nécessité qu'il y a pour elles à vraiment travailler dans à la fois la transparence et sans masquer les difficultés. C'est vrai que l'ASN française, au moment de Fukushima, a communiqué de manière beaucoup plus claire et parfois d'ailleurs plus alarmiste que les autorités de sûreté japonaises. Et c'est extrêmement important de pouvoir avoir cette faculté. Jean. Oui, moi j'ai été frappé par le fait que la question n'est pas posée dans le film, n'est-ce pas? Et il y a même une contradiction flagrante. Le film est blanc, enfin le petit bout de film qui est développé est blanc, et finalement on apprend que c'est nucléaire à la fin. Je veux dire, ce qui est étonnant, c'est que les gens ne se posent pas la question, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils se mettent à parler, mais pas de ça. J'ai pas très bien compris. Mais en fait, pour donner la suite à Jean, il me semble que ce film, c'est aussi un reflet des mentalités peut-être de l'époque, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui on est plus dans l'innovation, dans la créativité et dans le collaboratif. Alors quand on voit ce film, on a l'impression que finalement ils ne font que répéter les traditions sans se poser de questions, alors qu'aujourd'hui peut-être qu'on aurait plus tendance à développer un certain esprit critique. Donc est-ce que ce film est aussi intéressant dans cette lecture des mentalités qui est reflétée aussi par le scénario? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on pourrait agir différemment ou penser différemment, notamment grâce à ces nouvelles technologies? Parce que vous en parlez d'un côté un peu négatif, mais il y a quand même justement tout cet échange d'informations, on parle beaucoup des open data. Il y a une évolution des mentalités et on se retrouve pas. Est-ce qu'on se retrouve
au niveau du film, ou est-ce que justement en cas de catastrophe, on aurait plus tendance à se mettre ensemble finalement? Oui. Mais il y a deux choses dans votre question. Les personnages du film sont effectivement créés dans une tradition, on le voit bien, et le territoire où est filmé ce film rappelle cette tradition, on le voit par l'intermédiaire du château, etc., de la pierre. Bon. Mais ne pas oublier quand même que on a un médecin, on a un pharmacien qui ont des connaissances techniques et qui vont les mettre en avant à certains moments. On voit aussi des formes de coopération par rapport au maire, on réinterroge le fait de savoir si le maire doit rester en gros le maire, mais il ne l'est pas tout à fait. C'est vrai que, donc ça c'est une première partie de la question, donc oui, dans les années 80, d'ailleurs on ne sait pas bien quand se déroule le film, on a des doutes, parfois on a l'impression qu'il se déroule dans les années 20-30, mais on a des systèmes techniques qui nous font dire que non, on sait bien postérieur, et on le voit par l'arrivée des hélicoptères qui là aussi va retemporaliser le film, alors même qu'on avait l'impression qu'il se passait sur une époque qui est complètement révolue à l'époque des années 80. Alors après, je crois qu'il ne faut pas s'illusionner sur la question de la coopération en situation de catastrophe, parce que la catastrophe crée rupture et on ne peut pas imaginer les formes de coopération qui vont se construire. Donc là, on raisonne ici, aujourd'hui, en 2014, justement par rapport à des principes démocratiques qui sont les nôtres, parce que ça fonctionne bien, parce qu'on n'est pas en situation de guerre, parce qu'on n'est pas en situation de catastrophe. De là, imaginer que ces situations de coopération seraient effectives si une catastrophe de ce type-là arrivait, quoique on ne sait pas vraiment de quelle catastrophe il s'agit en plus. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne de ce point de vue-là. Ouais, je pense que la question effectivement de la transparence et du questionnement et de l'esprit critique sont effectivement peut-être plus centrales aujourd'hui dans nos sociétés qu'elles l'ont été hier. Toutes ces histoires de radioactivité, etc., certaines personnes en parlaient, mais la plupart des gens n'osaient pas questionner le système. Aujourd'hui, la NSA nous espionne, mais à partir du moment où on le sait, quand même on s'interroge là-dessus. Donc il y a quand même des bouts de progrès, et ça ne veut pas dire que c'est gagné. Je pense que c'est un espèce de combat permanent, la démocratie, la transparence, la capacité à questionner, et je pense qu'on a besoin de mettre ces valeurs-là au cœur de notre système éducatif, au cœur de nos sociétés, en partie parce que les machines et leur progrès, on nous annonce que près 50% des jobs qui existent aujourd'hui vont disparaître dans les 20 ans. Donc je ne sais pas si c'est les chiffres précis, évidemment c'est des estimations, mais ça nous interroge. Et si on a été formé uniquement de manière logique et à mémoriser des choses, la mémoire et la logique, les ordinateurs ils font très bien. Donc si on est capable de faire des choses que les ordinateurs ne font pas, du genre questionner, avoir un esprit critique, avoir un esprit de synthèse, avoir de l'empathie, être capable de coopérer, etc., alors on a potentiellement plus de chances de continuer à avoir une valeur dans la société, y compris une valeur économique et donc un job demain. Donc je pense qu'il y a des vraies questions à se poser par rapport à ça. Il y a un point sur lequel je voulais attirer votre attention, parce que c'est lié à la fois à la notion de catastrophe et à la notion d'open data que vous soulignez. Par exemple, quand on a eu à la fois ce qui s'est passé aux Philippines, où il y a eu l'ouragan que vous savez il n'y a pas très longtemps, ou après la guerre en Libye, par exemple, les satellites ont généré tout de suite des images sur ce qui se passait, mais on n'était pas capable de les interpréter. Et donc ces images ont été mises sur Internet, partagées, rendues publiques, et on a invité les gens à comparer la situation antérieure, dont on avait les images antérieures, la nouvelle situation, pour essayer de cartographier les endroits où les ponts étaient tombés, les endroits où les routes étaient impraticables, et évaluer l'étendue des dégâts pour aider les organisations nationales ou internationales qui planifiaient les secours, la reconstruction, etc. Donc on voit que l'open data et l'intelligence collective peuvent contribuer à faire face à certains types de catastrophes qui en l'occurrence sont locales, parce que si c'était une catastrophe globale, de la manière nos satellites on saurait plus s'en servir, enfin ça fonctionnerait pas exactement de la même manière. Mais voilà, donc ça il y a des pistes qui effectivement sont à l'interface entre les questions que vous souleviez et la réalité de ce film. Sur l'importance des nouveaux systèmes d'information, ce qu'il faut voir, c'est que ça crée peut-être en effet de nouvelles opportunités, ça crée aussi de nouvelles vulnérabilités. C'est-à-dire que là, dans le film, effectivement, bon, c'est une catastrophe assez radicale, mais en gros, tout est cramé. On ne peut pas éliminer l'hypothèse selon laquelle l'ensemble de nos systèmes techniques pourraient être éventuellement mis complètement hors service, alors même que la base matérielle de la société continuerait à exister.
Et là, ça ouvre des perspectives un peu vertigineuses. On ne sait pas très bien ce qui se passerait. Oui, bonjour. Je ne sais pas si c'est une question ou une impression que je veux donner. C'est par rapport, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce film, c'est par rapport aux différents modes de survie, soit par du coopératif démocratie, soit par une dictature, soit la dégénérescence avec des gens sauvages qui survivent sauvagement. Et que justement, on va dire Malville, une sorte de coopération démocratique où on a choisi un chef parce qu'il était... on l'aimait bien et puis que c'était naturel qu'il le soit, mais sans qu'il soit dictateur. Ils n'ont pas pu incorporer les gens sauvages. Parce qu'en fait, ils allaient mourir eux aussi. S'ils incorporaient tous ces gens sauvages qui n'étaient pas gérables, ils ne pouvaient pas continuer leur petit microcosme qui permettait la survie. Donc ils ont été obligés de les tuer. Et je ne vois pas ça du tout comme quelque chose de pervers, comme vous disiez, mais au contraire comme un instinct de survie pour préserver certaines valeurs qui ne sont pas préservables autrement. Et puis, égoïstement aussi, mais c'est normal d'être égoïste. Hein. Et par contre, ils ont pu incorporer ceux qui avaient été sous dictature. Parce qu'ils avaient... Alors, il fallait que ça cesse, cette dictature. Mais n'empêche qu'ils avaient survécu, ils avaient bien mangé, ils ne s'étaient pas complètement dégénérés. Et donc, il suffisait de tuer le chef et d'incorporer les gens petit à petit. Et ça m'a beaucoup interrogée sur de futures catastrophes, avec des migrations énormes vers des pays qui sont dans un certain confort, avec certaines valeurs, etc. Et des gens qui vont arriver en étant complètement désemparés par des situations catastrophiques chez eux. Et je m'interrogeais sur comment les sociétés riches vont réagir face à des migrations massives de gens complètement désemparés. Qui a une réponse à ça, hein? Donc c'était un commentaire ou peut-être c'était pas une question. Je ne sais pas par exemple si ceux qui venaient de la dictature auraient été gardés s'ils n'avaient pas amené des ressources. D'accord ? Parce que quelque part, c'est bien parce qu'ils ont aussi des ressources qu'on les garde. Donc c'est à mon avis un tout petit peu plus compliqué. Moi, ce que vous dites m'évoque une expérience qui a été faite dans un centre d'école maternelle où on montre à des enfants des objets comme celui-ci par exemple et ensuite on le cache et on leur demande de dessiner l'objet et puis ensuite on leur demande de comparer leur dessin et l'objet réel et donc on les amène à comprendre la différence entre la représentation mentale, la représentation figurée et la réalité et puis ensuite on leur fait comparer leurs dessins entre eux. Et comme ils n'ont pas tous le même point de vue, comme vous n'avez pas tous le même point de vue sur cette bouteille, ils n'ont pas tous dessiné la même bouteille et donc ils dialoguent autour de ça. Et donc ils finissent par se rendre compte que, c'est toi qui le disais tout à l'heure, on n'a pas tous vu le même film, on n'a pas tous vu la même bouteille, on n'a pas tous la même expérience, même si on a vécu la même chose. Hein. Ils n'ont pas tous vécu la même catastrophe, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils ont fait une expérience où ils demandent à ces enfants de jouer à des jeux de rôle, typiquement à des jeux de Robinsonade. Et donc ils se retrouvent Robinson sur une île et ils doivent s'organiser, etc. Donc ils apprennent à coopérer, à faire tout un tas de choses. Et puis ils leur disent, il y a une tempête et tout d'un coup il y a moins de noix de coco, donc il y a moins à manger, etc. Et à ce moment-là arrive un bateau naufragé avec un certain nombre de naufragés qui débarquent et qui deviennent de bouches supplémentaires à nourrir. Et on demande aux enfants, qu'est-ce que vous faites ? Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait cette expérience avec ou sans le préambule que je vous avais dit. Donc ils ont pris des enfants qui avaient travaillé sur cet exercice ou pas. Et ceux qui n'ont pas travaillé sur ces exercices disent « Ah ben, de nouvelles bouches à nourrir alors qu'on n'a plus rien à manger, on les tue, d'ailleurs on les bouffe, et ça tombe bien, et ça va quand même beaucoup mieux. » Et puis les autres enfants qui avaient fait cette expérience où ils avaient été amenés à dialoguer, à prendre en compte le fait que la même situation pouvait être perçue différemment, quand on leur fait faire le même exercice de Robinsonade avec les naufragés qui arrivent, et ben ils disent quand les naufragés arrivent, on discute avec eux, on leur explique que c'est une période difficile parce qu'il y a eu une tempête et on essaie de trouver une solution ensemble pour faire face. On ne pouvait pas communiquer pour expliquer qu'on allait partager les denrées, qu'on allait faire ci, avoir certaines règles et ceci. C'est ça que je voulais exprimer.
Donc il y a vraiment deux points de vue dans le regroupement des populations. Oui, dans votre question, vous posez la question de l'ancrage, en fait, puisque dans le tunnel, ils sont ancrés, ils ont un territoire à défendre, ils ont des biens, à Malville également. On pourrait imaginer les sans-toit, les sans-famille et les indigents, les pauvres. On peut mettre plein de termes sur cette situation qui est une situation intermédiaire, où là, ils sont confrontés à la définition de la frontière. Et en tout cas, la frontière entre... on peut interroger la frontière entre le bien et le mal, entre Malville et le tunnel, entre le dictateur, directeur, mais dictateur, on voit bien que dans la terminologie, on est assez proche, et ces populations qui sont totalement incontrôlables, incontrôlées, et ils sont assez peu nombreux d'ailleurs. On se demande s'il y a des femmes. Il y a des femmes parmi ceux qui sont... Oui, il y en a, je me souviens plus dans le film. Mais c'est vrai que la question de l'ancrage, elle est forte, parce qu'on a l'impression que pour survivre, il faut être ancré. Et... oui, donc c'est pas que la question de la coopération ou des relations entre les hommes, c'est aussi la dimension territoriale, de pouvoir s'ancrer sur ce territoire et construire à partir de là, et irriguer. Enfin, il me semble que cette dimension-là, elle est importante. Mais... Comme je disais à François, tout dépend si les gens sur le bateau avaient eux aussi appris à collaborer. Donc on va peut-être s'arrêter là. Juste avant de clore, je voudrais demander, donc il y a deux choses, déjà deux annonces. Donc le 4 juin, on va projeter ici le film qui a été réalisé par Quentin. Quentin, tu peux te lever. Qui s'appelle qui est Lagrange. Donc c'est un documentaire que Quentin a réalisé l'année dernière, qui a été réalisé par l'Institut donc pour le bicentenaire de la mort de Lagrange. Donc on le projettera ici avec les gens qui ont participé à ce documentaire. Et le 5 juin, François participe aussi à un autre ciné-club de façon assez régulière qui est organisé par Aurélien Payou. Et là, vous allez passer, si je me rappelle bien, c'est Summer Wars, c'est un manga japonais de Mamoru Hosoda, je crois. Et vous allez traiter de la question de pouvoir et cybersociété. Donc tu as un peu donné quelques petits éléments là tout à l'heure. Et voilà, donc c'est aussi au Grand Action, il se passe plein de choses en fait au Grand Action. Et en général, c'est aussi des débats très très sympathiques. Et pour finir... Ah oui, donc pour Lagrange, Quentin, dont c'est le film, me dit, il gère aussi le service audiovisuel de l'Institut, me dit, n'oubliez pas de dire que vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Institut, comme d'habitude, pour venir voir son film. Voilà, c'est déjà complet, Quentin. Non, vous pouvez continuer à vous inscrire, c'est bon.